pas encore étudié. En tout cas, ça devrait venir parce que c'est la base, je veux dire, de ce qui définit une base de données relationnelle. Alors, je vais me consacrer particulièrement aujourd'hui à une base de données relationnelle qui est Postgres, que j'affectionne beaucoup. Ça fait depuis maintenant plus de 12 ans que nous gérons des bases de données de ce type-là. Si vous cherchez une bonne base de données open source, Postgres est la réponse. MySQL, non. J'ai eu l'occasion d'en faire part à vos enseignants que MySQL est une base de données je veux dire, qui scale très mal, donc que vous pouvez utiliser pour des bases de données, je dirais, jusqu'à quelques dizaines de gigas, mais même à partir de 40 gigas, vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous cherchez une base de données qui est comparable à quelque chose comme Oracle, par exemple, qui coûte excessivement cher, Postgres est une excellente réponse. Je vais vous donner une idée du pourquoi des bases de données open source et autres, pourquoi on peut être amené à les choisir. Si vous êtes sur une base Oracle, et que vous avez besoin du libre droit d'utilisation d'Oracle pour 2 corps, donc l'équivalent d'un CPU, la première année, ça vous coûtera quelque chose comme 60 000 euros. Et les années suivantes, 15 000 euros. C'est juste pour avoir le droit de l'utiliser. Alors, il y a beaucoup de cas d'utilisation, mais j'ai pris les prix listes, qui sont rarement pratiqués. C'est pour vous donner une idée du coût des licences, de ce type de licence. Si vous êtes avec SQL Server, c'est sensiblement moins cher, mais pour je veux dire, 2 corps, ça tournera quand même autour de 18 000 euros. Donc ça vous donne une petite idée, et ça explique en partie que beaucoup de nouveaux projets qui démarrent maintenant vont utiliser ce type de produit open source, comme Postgres. Et Postgres est une base de données qui offre à peu près tout ce que on peut espérer d'une base de données relationnelle comme Oracle, SQL Server ou autre, et elle est gratuite. Alors il y a des versions payantes qui offrent des modules en plus, mais si vous voulez, je veux dire, utiliser une base de données tout à fait correcte, qui vous permettra de faire tout ce que vous voulez faire, je vous conseille d'utiliser Postgres plutôt que MySQL. Le coût d'entrée sera un tout petit peu plus élevé quand vous allez faire du Postgres, c'est-à-dire au début vous allez vous sentir un petit peu perdu parce que MySQL c'est un peu SQL pour les nuls. Et Postgres va vous demander un tout petit peu d'effort, mais peut-être la paire d'heures que vous consacrerez à ça sera réellement intéressante, parce que par exemple, avec Postgres, vous disposerez de tous les outils qu'offre une vraie base de données relationnelle. Donc, par exemple, des tables partitionnées, je veux dire, de véritables outils de réplication, de backup, alors que dans le cas de MySQL, tous ces outils existent, mais par expérience, je peux vous le dire, fonctionne beaucoup moins bien qu'avec Postgres. Donc, la base de données open source, base de données relationnelle la plus avancée, je pense qu'on peut le dire. Tous les transparents sont en anglais, mais je ne vais pas vous faire l'insulte de les donner le truc en anglais. Mais donc, si vous avez quelque chose sur les transparents que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le demander. Les questions à la fin sont en français aussi, je vous rassure. Donc, bon, elle est compliant avec le standard SQL, et c'est développé depuis plus de 20 ans. Et moi, la première fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec, c'était autour de 1994 avec le prédécesseur qui s'appelle Ingress, qui est un produit payant. Et depuis, je veux dire 1996, ça porte le nom de PostgreSQL, et c'est vraiment quelque chose de très costaud et de très intéressant. Alors, les principales caractéristiques, les principales fonctionnalités que vous allez retrouver auprès de PostgreSQL. Bon, c'est écrit en C, ça tourne sur n'importe quel OS, donc que vous pouvez mettre ça sur du Mac OS, sur du Linux, sur du Windows, un peu si vous êtes maso. C'est plutôt un type d'environnement qui est destiné à tourner sous Linux, et n'est pas repris ici Docker, à savoir que maintenant, la plupart du temps, quand on déploie ce type de base de données, on les met dans un conteneur Docker, on les déploie, et c'est extrêmement facile. Vous connaissez Docker un petit peu? Je vous invite à vous y intéresser beaucoup. Il y a énormément de possibilités qui tournent autour de ça. On se retrouvera peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, parce que je donne un cours spécifiquement là-dessus. Aussi un petit séminaire, et c'est vraiment un outil extraordinairement intéressant. Alors c'est solide, dans le sens que vous avez, je veux dire, le respect de la norme ACID, ça supporte tout à fait les transactions et les save points, et ça utilise ce qu'on appelle le write-ahead logging.
c'est-à-dire qui est le mécanisme standard pour assurer la consistance des données. Et ça, je développerai un petit peu plus tard, parce que mon ambition n'est pas de faire vous des DBA professionnels en PostgreSQL, mais de vous expliquer comment fonctionne une base de données relationnelle. Au fond, pourquoi on utilise une base de données relationnelle plutôt que des fichiers séquentiels indexés, comme c'était le cas auparavant. Il y a vraiment un réel intérêt à utiliser ce type d'outil. Et pour vous inviter aussi, parce que je pense que certains d'entre vous deviendront développeurs ou travailleront un peu en développement, il y a un vrai intérêt à bien maîtriser ce type d'outils et SQL. Le travers que beaucoup de développeurs ont, c'est que comme ils connaissent très bien leur outil de développement, ils réinventent à la limite ce que va faire la DB dans leur code. Évidemment, c'est moins performant que ces gens qui ont travaillé 30 ans pour le développer. Donc, il y a un réel intérêt à comprendre comment fonctionne SQL et avec comment vous pouvez l'utiliser pour exploiter ce type d'outil. C'est aussi scalable dans le sens où ça permet de faire de la partition de tables, ça supporte les tablespace et ça utilise aussi le multiversion concurrency control et je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. C'est d'autant plus intéressant si vous posez beaucoup de questions. Je vous en prie. Je vous écoute. Sur PostgreSQL, il est payant? Non, c'est tout à fait gratuit. PostgreSQL, c'est open source et gratuit. Il en existe des versions payantes, mais qui portent un autre nom, ça s'appelle par exemple Enterprise DB, mais le PostgreSQL, c'est tout à fait gratuit, vous pouvez le downloader. D'ailleurs, sur certaines DB, c'est devenu, alors c'est ou MariaDB ou Postgres, mais c'est un you install PostgreSQL sur n'importe quelle machine Linux, ça vous l'installe. Mademoiselle. Eh bien, les tables partitionnées sont des tables. Alors, si vous avez les tables classiques, oui, où vous mettez toutes les données, comme une pile. Alors, éventuellement, vous avez un index. Le problème, c'est que si vous stockez énormément de données à l'intérieur, même le meilleur des index peut commencer à présenter. Alors, l'index, je veux dire, est la clé pour, je veux dire, avoir des accès optimum au niveau d'une base de données. Maintenant, si vous avez beaucoup de données, par exemple, temporelles, si vous devez garder 20 ans de données, ça va faire une table immense si vous avez des dizaines de millions de records par mois. Donc la partition des tables, ça consiste à définir une clé de partitionnement qui va permettre de créer des tables qui seront vues comme une seule, mais qui physiquement seront des objets séparés et qui correspondront par exemple chacun à un mois. C'est comme faire dans mon armoire plusieurs étagères et dire le plus ancien par là. Exactement, oui, tout à fait. Vous pouvez comme ça les partitionner, ça présente plein d'avantages. Parce que des index locaux peuvent être définis. Donc la maintenance des index, vous savez ce que c'est un index? L'index? L'index, c'est un outil pour accéder aux données. Je veux dire, c'est un... Ah, alors, mais si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut me le dire, parce que à ce moment-là, je vais m'adapter. Donc un index, c'est... pour dire les choses comme ça, quand vous voulez accéder au contenu d'une base de données, il y a deux manières de faire. Vous avez la manière qui n'est pas trop efficace, à savoir vous parcourez toute la table, ligne par ligne, et à la fin, vous avez identifié les enregistrements qui correspondent à ce que vous voulez, à ce que vous cherchez. Mais vous pensez bien que si vous avez 10 milliards d'euros, c'est pas pratique. Donc on définit des objets qui fonctionnent avec ces tables, qu'on appelle des index. La plupart des index sont des index B-tree. Ça vous dit quelque chose, le B-tree, quand même? Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Donc un index B-tree, c'est un index qui fonctionne par arbre. Et donc vous allez définir pour chaque nœud de l'arbre. Ça vous dit quelque chose? Ça, oui. Ok. Eh bien, les index, généralement, fonctionnent sur base de cet algorithme, et vous parcourez l'arbre, et donc en un minimum de rides, vous allez arriver à la row que vous cherchez, plutôt que de parcourir l'ensemble de la table. Je veux dire, d'où l'intérêt d'utiliser des index, qui sont généralement l'outil et la clé pour des accès rapides aux données qui se trouvent dans les tables que vous analysez. D'autres questions? S'il y a des choses dont je parle que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc voilà, alors les tablespace sont des outils qui permettent de rassembler en fait les tables dans des objets logiques particuliers. Alors, c'est sûr,
c'est en ce sens que quelque part vous pouvez mettre toutes les permissions et mécanismes d'encryption requis. Hein. Vous avez des authentifications basées sur le host, basées sur un login. Vous pouvez mettre en place un login très sophistiqué qui vous permet, je veux dire, quasiment d'auditer votre DB. Et vous pouvez faire en sorte, et c'est conseillé, que toutes les requêtes qui arrivent à la DB soient encryptées en SSL. Ça présente aussi de hauts niveaux de disponibilité et de capacité de recovery. Donc ça, c'est très important pour une DB. Et si un jour vous en gérez ou vous avez des bases de données, je dirais la première chose, même avant de savoir si ce sera performant, c'est de vous assurer que vous pourrez toujours récupérer les données qui sont à l'intérieur. Pour ça, la première chose à faire, à mettre en place, c'est un backup, pour vous assurer que ce backup, vous y avez accès, et ensuite de tenter de le restaurer pour vous assurer que le backup fonctionne bien. J'aborderai brièvement tous les mécanismes de backup qui sont à disposition avec ce type d'environnement. Et puis vous avez des fonctions avancées à l'intérieur qui vous permettent par exemple de créer des matérialisés de view, de définir trigger et fonctions, d'écrire du code PLSQL par exemple. Donc il faut savoir que quand vous avez besoin de faire du traitement de données massif, un des moyens d'y arriver, c'est d'écrire en fait du code dans un langage particulier qui est du PLSQL, qui est très semblable au PLSQL qu'utilise Oracle, et d'avoir un code qui est compilé et exécuté à l'intérieur de la base de données. Voilà. Ça, ce sont les principales caractéristiques ou features de la base de données. Alors, c'est pour vous donner aussi une idée des limites d'une telle base de données. Donc, il n'y a pas de limite à la taille de la base de données. La taille maximum des tables, c'est 32 terabytes. 32 terabytes pour une partition d'une table. Ça vous donne quand même de la marge pour pouvoir le faire. La row size maximum, c'est 1,6 Tera. Et les champs ont une taille maximum d'1 giga. Vous n'avez pas de limite au nombre de lignes par table. Le nombre maximum de colonnes par table dépend du type de colonne, évidemment, puisqu'il y a une autre limite ici qui est liée, mais entre 250 et 1600. Et il n'y a pas de limite au nombre d'index par table. Donc c'est quelque chose, ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez faire avec. C'est costaud. Donc, et c'est intéressant le jour où vous avez ce besoin de penser à ce type d'outils, parce que c'est des outils qui sont tout à fait professionnels, fonctionnent très bien. Alors, quelque chose qui est intéressant avec Postgres, c'est qu'ils utilisent en fait un langage qui n'est pas toujours, qui n'est pas toujours très heureux, dans le sens où ils ont leur propre vocabulaire pour désigner les objets. Donc vous avez des tables et des index, eux vont appeler ça une relation. Les rows vont être appelés des tuples, les colonnes des attributs, les data blocks des pages, mais ça c'est un terme page qu'on retrouve un peu partout, et les pages correspondent à des buffers. Donc, une chose qui est importante de comprendre, c'est pourquoi on utilise ce type d'outils. Et on les utilise en gros pour deux raisons. Donc avant que je développe un peu le sujet là-dessus, quand vous travaillez avec une base de données, un des intérêts, c'est que la lecture des blocs va se faire de manière asynchrone. Alors, je ne sais pas si j'ai un beau dessin qui vient ici, voilà. Ça, c'est ce dessin-là me plaît beaucoup. Donc, une base de données Oracle, c'est quoi? C'est un process qu'on va appeler le postmaster, un certain nombre de structures en mémoire, et puis des objets, d'autres processus ici, et un certain nombre d'objets qui sont des fichiers sur les disques. Et ça, c'est commun à toutes les bases de données. Oui? Les deux questions sur la précédente diapositive, je voulais savoir si votre peuple avait une simplification. Je peux vous dire juste que les équipes de Postgres, ils utilisent ce nom-là. Et que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les théories SQL. Donc c'est assez cohérent. Donc, une base de données, c'est quoi? Ce sont des objets sur les disques, hein, qui sont des fichiers. Ce sont des processus et des structures en mémoire. Et ça, ce que je vous décris là-bas, c'est vrai pour toutes les DB. À savoir que vous ayez une base, même SQL Server, vous allez toujours retrouver la même architecture. Ce qui est très intéressant ici, c'est de s'intéresser à ces structures en mémoire et à se poser la question du pourquoi, c'est-à-dire à quoi elles servent. Quand
vous allez lire, faire une opération de lecture sur des disques, à savoir, admettons que vous devez lire un certain nombre de lignes pour une table, vous allez avoir un processus serveur, qui va lire ces données et qui va les charger en mémoire. Ça, dans une mémoire qui va être une zone de mémoire partagée, ici, de shared buffer. Alors, quel est l'intérêt? Quand vous allez voir que quand vous allez vous connecter à la DB, vous allez vous connecter chacun individuellement avec un processus. Si chaque fois que quelqu'un doit lire la table, je ne sais pas moi, utilisateur, il doit relire tout pour lui-même, ce n'est pas très performant. Parce que ça veut dire que chaque fois que vous avez un utilisateur, chaque fois que vous n'avez pas de mutualisation des lectures, je vais dire, et vous allez relire chacun la table utilisateur. Avec un modèle comme celui-ci, une fois que l'utilisateur A lit la table utilisateur, la charge, son processus la charge en mémoire pour lui, si l'utilisateur B vient juste après, il va relire la même table, mais il va relire les mêmes données en mémoire. Donc, c'est une première économie. De la même manière que vous avez une écriture comme ça, qui est une lecture qui est partagée, vous avez une écriture qui est asynchrone. Je vais expliquer comment c'est possible, à savoir que toute modification d'un bloc en mémoire, à l'aide par exemple d'un insert ou d'un update, n'implique pas directement une écriture sur les datafiles. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, comme je dirais, le point de départ d'un modèle de base de données relationnelle. Et la deuxième partie, parce que ça, à la limite, vous pourriez très bien l'écrire vous-même, c'est l'utilisation d'un optimizer. La première fois où j'ai travaillé avec des bases de données, c'était en 1993, et le premier outil que j'ai utilisé, c'était DBase. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un outil très ancien, complètement tombé en obsolescence maintenant, mais quand vous faisiez une requête avec DBase, à la limite, vous deviez lui dire chaque fois ce qu'il devait faire. Il n'y avait pas de mécanisme pour définir un chemin d'accès aux données. Ce qui est caractéristique pour une base de données relationnelle, c'est que maintenant, on a un mécanisme de collecte de statistiques. À savoir que vous allez avoir des processus serveurs qui vont examiner chaque table et qui vont collectionner les statistiques de cette table, par exemple le nombre de rows, la dispersion pour certaines valeurs dans certaines colonnes. Quel est l'intérêt de ce type de processus? C'est que quand vous allez faire des queries, ils vont utiliser ces statistiques pour extraire les données, pour trouver le meilleur moyen pour accéder aux données. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez deux tables avec lesquelles vous voulez faire une jointure, donc un query qui va traverser ces deux tables, il est très important de savoir si on va commencer par la table la plus petite ou la plus grande. Selon qu'on commence par la table la plus petite ou la plus grande, on va réaliser plus ou moins d'opérations. L'intérêt, en fait, des statistiques, c'est qu'elles vont donner cette information à la DB qui va calculer un plan pour vous. Ce n'est pas quelque chose dont vous avez directement à vous soucier, mais c'est pour vous expliquer le service qu'elle vous rend. En clair, si vous structurez vos données et que vous les stockez dans des silos proprement dit avec des index qui sont corrects et que vous comprenez comment interroger la base de données, à ce moment-là, le reste, la machine le fait pour vous. Elle trouvera le meilleur chemin pour accéder aux données, elle va pouvoir réaliser, les opérations aussi bien d'écriture et des lectures de manière optimale sans que vous ayez d'efforts à faire. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des questions ou si vous vous sentez perdu, levez le bras. Non? Je vous ai perdu ou pas? Vous êtes toujours accroché à la locomotive. Alors, quand vous envoyez une requête, ici, donc on va le décomposer, les différentes opérations, vous envoyez une requête, par exemple un select. Ça, vous l'avez tous fait, sans doute, au moins une fois en MySQL ou autre chose. J'imagine tout le monde. Non? Pas encore. Alors, imaginons maintenant que vous faisiez... là, on va commencer par le début, alors. Imaginons que vous vouliez savoir, je ne sais pas moi, la liste de tous les étudiants qui ont plus... Je comprends alors votre air un peu perdu. On va recommencer vraiment tout au début. Imaginons que vous ayez une table qui contienne la liste de tous les élèves de l'école.
et que vous cherchez tous les élèves qui ont, mettons, plus de 25 ans. D'accord? Bien. On va prendre un exemple, ce qui devrait être plus parlant. Donc, vous avez votre table, ici. Pour vous connecter à l'ADB, vous allez établir une connexion, et ça je vous le montrerai avec les transparents à l'ADB. Vous avez un username password, et puis vous avez un petit prompt qui apparaît, et là vous devez parler le langage que la machine comprend. Ça c'est si vous le faites de manière interactive, mais vous pourrez très bien le coder si vous écrivez du code en Java, en Python ou ce que vous voulez, vous pouvez écrire des statements SQL. Donc un statement SQL va respecter une syntaxe particulière, et donc vous allez, vous allez écrire un select, par exemple étoile, parce que vous vous intéressez par tous les champs, from la table student, where, admettons, age est plus grand que 25. Si vous voulez récupérer des données, vous devez utiliser son langage. Le langage qui utilise toutes les bases de données relationnelles, c'est SQL. Ça, c'en est un exemple. Donc, quand vous vous connectez et que vous tapez ça, la machine, pour peu que quelque part vous ayez le droit, donc il y a un mécanisme de vérification d'autorisation, elle va, première chose qu'elle va faire, elle va tenter, alors imaginons qu'on travaille absolument sans index. Donc aucun index par rapport à la table, donc les bêteries dont on a parlé. Imaginons qu'on travaille comme ça, qu'est-ce que vous imaginez qu'elle va faire? Lâchez-vous. On va sélectionner toutes les colonnes de la table student, ou non, l'âge est automatique. Oui, mais tout à fait, mais mettons-nous back to basic. Quelles sont les différentes étapes? Elle va d'abord prendre la table student. Elle va examiner donc si on a le droit de se connecter à la table student, et comme le dit, je ne sais pas comment tu t'appelles, Alessio, elle va, comme c'est un étoile ici, prendre l'ensemble des colonnes. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ces blocs qui constituent la table? Comment? Elle va regarder ce qu'on veut. Donc on va voir la colonne qui l'intéresse. Je veux dire, ce qu'elle va faire, c'est que si elle doit passer en revue ces objets, elle doit d'abord les charger en mémoire. Donc, elle va prendre dans un data file l'objet et elle va lire ligne, on est bien d'accord, on n'a pas d'index, elle va lire ligne après ligne le contenu des lignes. Et elle va les charger où? Dans les shared buffers. Plutôt, je veux dire, dans les shared buffers. Donc, elle va charger l'ensemble des blocs qui constituent la table et elle va les charger en mémoire. Parce que, je veux dire, pour pouvoir le traiter, elle ne peut que les charger en mémoire. Ça veut dire que si vous avez 1 million de lignes qui chacune font 1 K, vous allez charger tout ça en mémoire. Et puis, une fois qu'elle l'a chargé en mémoire, elle va pouvoir vérifier si la condition l'âge est plus grand que 25 est vérifiée ou pas. Et à ce moment-là, elle va vous renvoyer, après avoir filtré le contenu de ce que vous lui avez donné, la liste l'ensemble des lignes qui sont concernées. D'accord? Ça, c'est si vous travaillez avec une base de données qui n'a pas d'index. Supposons maintenant qu'on ait un index et qu'on ait justement un index sur l'âge. D'accord? C'est-à-dire que quelque part, quand on va faire pour que l'index soit efficace, donc l'index étant une clé pour trouver rapidement les informations, il faut qu'il y ait une clé d'index sur l'âge. Donc on crée un B-tree sur l'âge. D'accord? Et puis vous faites la requête. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les différentes étapes qui vont apparaître? On va tout charger en mémoire. C'est une piste, effectivement. Mais la première chose qu'elle va faire, elle va se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis tout ou est-ce que je passe par l'index? Pas obligatoirement. Je m'explique. Lire dans un index comme ça a aussi un coût. D'accord? Si maintenant on a une table dans laquelle on a 99% des utilisateurs qui ont plus de 25 ans.
ou plutôt qui ont 25 ans. On va dire que quelque chose égal, parce que plus grand, c'est un cas particulier. On a 99% des utilisateurs de la table qui ont 25 ans. C'est probablement plus simple de tout lire. Ce sera plus rapide que de parcourir pour chaque ligne un B-tree. Par contre, si on en a 3 qui ont 25 ans, c'est clair que passer par le B-tree est beaucoup plus efficace. Comment sait-elle quel chemin elle doit choisir? Grâce aux statistiques. C'est-à-dire, ce qu'on vient de faire ensemble, c'est un travail d'optimisation. Toutes les DB ont un moteur qu'on appelle un optimizer, qui fonctionne plus ou moins bien. Et pour vous dire, MySQL, c'est pas fantastique, mais elles ont donc un moteur de base de données qui va calculer un chemin d'accès aux données. On appelle ça un plan d'exécution en fonction des statistiques. Donc, quel type de statistiques on va avoir besoin? Ici, on va avoir par exemple un histogramme qui va représenter le pourcentage de chaque type de données, le pourcentage de chaque tranche d'âge, et qui va lui permettre de détecter, voilà, par exemple, nous avons 99% qui ont 25 ans. L'index n'est pas pertinent. Autant lire toute la table. Par contre, si ça avait été l'inverse, alors un accès en quelques blocs était beaucoup plus intéressant. Si vous avez une table qui va à 100 millions de rows, ça peut faire la différence entre un query qui va durer 15 minutes et un qui en durera 15 millisecondes. Donc il est important de comprendre ce qu'on fait. Parce que si à un moment vous êtes amené à écrire des queries, vous devez réfléchir à la manière, vous devez un petit peu, pour que quelque part les choses se passent bien, vous devez un petit peu penser comme la machine. Si vous comprenez comment elle fait ses calculs et comment elle choisit son plan pour aller chercher les données, vous allez tout de suite comprendre, c'est clair, j'ai besoin éventuellement d'un index. Et si mes plans d'exécution, donc ces chemins sont mauvais, quel est le premier endroit où aller regarder? Les statistiques, qui, à la suite d'un upgrade ou d'un problème ou l'autre, peuvent ne pas avoir été calculés correctement. Il faut comprendre que ça, c'est relativement novateur. Derrière, c'est des mathématiques à se taper la tête contre le mur. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais en fait, à l'origine, on avait des optimizers qu'on appelait rule-based. Les rule-based optimizers tenaient compte de la structure du query et de la manière dont on organisait le query pour définir le plan d'exécution. La connaissance, en fait, de la répartition des données, elle était sur les épaules de celui qui l'écrivait. Celui qui écrivait le query, il devait connaître comment les données au moment où il les écrivait pour pouvoir effectuer un query efficace. Je veux dire, il y a quelques dizaines d'années, on a basculé, un peu plus d'une vingtaine d'années, vers les cost-based optimizers. Et quand vous entendrez parler de cost-based optimizers, ce sont des optimizers qui utilisent les statistiques. Et donc, ils vous simplifient la vie. Parce que le problème des rule-based optimizers, c'est que vous pouviez écrire un query très performant au début de la vie de la base de données, qui devenait complètement mauvais au bout de 5 ans d'exploitation, parce que la répartition des données avait totalement changé. Donc, ce que vous aviez écrit se dégradait au fil du temps pour devenir totalement inefficace. Les statistiques, elles, normalement, avec des mécanismes, internes au DB, sont recalculées régulièrement. Parce que la plupart des DB maintiennent des tables avec des index de changement. Et au-delà, par exemple, de 10 ou 15% de changement, pour une table, elles vont recalculer la nuit, à un moment qui est prédéterminé dépendant de la base de données, elles vont recalculer les statistiques. Et à ce moment-là, mettre à jour les informations qui permettent à l'optimizer de calculer le chemin idéal pour accéder aux données. Est-ce que ça vous semble clair? Parce que ça peut vraiment vous être utile demain. Demain, quand vous serez obligé d'utiliser des outils comme ceux-là. Est-ce que ça vous semble clair? Donc, il faut bien comprendre à quoi ça sert quand on parle de statistiques d'une base de données ou d'index. C'est parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Les index sont des outils absolument critiques. Si vous voulez accéder rapidement aux données, vous avez besoin d'index performants. Oui. Et du coup, vous mettez les index sur tout. Vous avez une sélection. Alors, il faut faire très attention parce qu'un index a un prix. Je veux dire,
je dis, quand on regarde ceci, vous comprenez le principe. Je me déplace en me disant je vais à gauche ou je vais à droite dépendant des valeurs. Ça a une implication, c'est que quand vous faites des mises à jour sur la table, ce truc doit être maintenu. C'est-à-dire l'arbre doit être chaque fois réorganisé pour que quelque part il conserve son efficacité. Donc c'est toujours une espèce d'équilibre à trouver entre deux contraintes. Un index pour accéder rapidement et un coût pour la mise à jour de cet index. Et c'est quelque chose que vous devez gérer. Si vous mettez des index sur tous les champs, c'est une catastrophe. Parce que chaque fois que vous avez une mise à jour, vous avez une mise à jour qui va se faire lentement, puisqu'elle ne sera déclarée comité que quand l'index aura été mis à jour. Mais si vous n'avez pas d'index du tout, je ne vais pas dire que quelque part c'est aussi efficace que si vous faisiez l'algorithme vous-même, mais ça revient à peu près à ça. Donc entre les deux se trouve, je dirais, l'optimum à trouver. Mais il faut se rendre compte de la puissance de ça. Il y a un client pour lequel ils ont énormément d'applications mobiles qui se connectent à leur base de données derrière. Et ils avaient un pic d'utilisation qui tournait le samedi en début d'après-midi et le dimanche en après-midi, parce que de par leur activité, c'est à ce moment-là que ça se produit. La base de données derrière, c'était un serveur, je pense qu'il avait 16 corps, et on passait sur cette machine d'une load de 2 ou 3 ou 4 à une load de 80 ou 100, voire 200. Et ça en quelques minutes. Ça vous dit quelque chose, la load de la machine Linux ou pas? Je veux dire que c'est beaucoup. En tout cas, c'est un serveur qui apparaît comme surchargé. Et donc la machine répondait de moins en moins bien. L'index, le crête index, c'était 3 lignes. Il y avait un enregistrement, une requête qui revenait tout le temps et qui, je veux dire, s'attaquait à une table qui n'était pas sur laquelle il n'y avait pas énormément de mouvement. La simple création de cet index a totalement fait disparaître le problème, instantanément. Parce qu'au lieu de parcourir quelques dizaines de blocs, de manière répétée, il n'en parcourait plus qu'un et la réponse était immédiate. Donc c'est vraiment intéressant. Les index sont la clé, les statistiques, les statistiques, si une DB sans statistiques est une DB qui ne fonctionnera pas vraiment, qui ne fonctionnera pas correctement. Et le mécanisme que vous offre la base de données, c'est ça qu'elle met à votre service, c'est-à-dire ces moteurs qui vont calculer ces moteurs, la disponibilité d'index, les moteurs de calcul, donc les optimizers, et tous les mécanismes qui vont vous assurer la disponibilité des données et la sécurité des données. Donc c'est un écosystème qui est à votre service pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Quand vous devez stocker des données ou y accéder rapidement. SQL, c'est IBM dans les années 70. C'est à ce moment-là que eux, qui ont une longue histoire des fichiers séquentiels indexés, parce que c'était les outils qu'ils utilisaient, à ce moment-là, eux se disent, tiens, tout compte fait, il faudrait définir des règles d'accès aux données qui soient un petit peu plus performantes. Et c'est comme ça que naissent les bases de données relationnelles, qui ne peuvent pas être remplacées par des bases non relationnelles, même si les bases non relationnelles ont leur objet. Ce que vous stockez dans une ligne, c'est un enregistrement. Ce que vous stockerez la plupart du temps dans des bases de données non relationnelles, ce sont des documents. Donc généralement des JSON. Un JSON, ça dit quelque chose à quelqu'un. Non? JSON. Ah, ouf. Donc l'outil, les outils ne sont pas les mêmes. Une base de données non relationnelle, très rarement, vous garantira la pérennité des données. Elles ont d'autres objets, alors qu'une base de données relationnelle a pour essence de vous garantir que quand vous mettez quelque chose dedans, vous allez le retrouver. Ça n'a pas de sens d'opposer un objet à l'autre. Une base de données non relationnelle a des objets, un fonctionnement différent pour des services différents. Une base de données relationnelle sert à autre chose. Inutile de vouloir stocker toutes les activités de navigation
ou tous les logs produits par Facebook dans une base de données relationnelle, ça ne marche pas. Mais de la même manière, stocker votre comptabilité dans MongoDB, c'est une folie. Donc dans les deux cas, en fait, ce sont des objets techniques qui ne s'opposent pas, mais qui ont chacun une finalité. Ce qui différencie par contre très fort les bases de données non relationnelles des bases de données relationnelles, c'est que vous pouvez imaginer pratiquement d'utiliser une base de données relationnelle l'une pour l'autre, avec des performances qui ne seront pas les mêmes pour toutes. Vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas du tout faire ça avec des bases de données non relationnelles qui ont des cas d'utilisation beaucoup plus spécifiques. Mongo comme document store, Elasticsearch pour stocker des logs ou faire de l'indexation par exemple. Donc, cas d'usage extrêmement différents pour les bases de données non relationnelles, ce qui n'est pas le cas pour les bases de données relationnelles. Vous pouvez imaginer de remplacer Oracle par MySQL, même si ce sera sans doute difficile. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici ou... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez compris ce qu'était un optimizer? À quoi ça servait et pourquoi c'était important? Donc les objets que met en place pour vous une base de données, ce sont des structures en mémoire, des fichiers, dont je vais parler un petit peu avec vous, et un certain nombre de processus qui vont permettre à la base de données de réaliser ce qu'elle a réalisé pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par utility process? Il faut comprendre que vous avez un objet. Cet objet, cette base de données, il y a un certain nombre de processus qui vont tourner derrière et qui vont exécuter un certain nombre de tâches pour permettre à l'ensemble de fonctionner. D'accord? Alors, quels sont ces processus? On a le background writer, le world writer, le checkpointer process, l'auto-vacuum et l'auto-vacuum workers. Donc, à quoi ça sert? Je vais vous dire quelque part, je vous ai expliqué tantôt que si vous aviez un process serveur et que vous voulez lire le contenu d'une table, vous allez stocker ces données en mémoire. D'accord? Et vous allez modifier ces blocs aussi en mémoire. Si vous ne les stockez jamais sur le disque, il y a des chances que vous allez perdre les données au fil du temps. Donc il y a des processus qui tournent en background et qui vont copier les blocs modifiés de la mémoire vers les data files. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pour autant les effacer. Et c'est ça qui permet en fait de modifier les données en mémoire et de copier en fait, de modifier les données en mémoire, donc de le faire très vite plutôt que d'écrire directement les modifications sur disque. C'est clair qu'une modification d'une valeur en mémoire va plus vite qu'une valeur d'un enregistrement en mémoire va plus vite qu'un enregistrement sur disque. Et une fois qu'on a fait cette modification, à un moment, et je vous expliquer comment, on a un processus en background qui va écrire la donnée qui est changée sur le disque. On a aussi un world writer. Alors, il y a quelque chose qui doit vous peut-être poser question, c'est que quand vous avez une base de données comme ça, si on fait des modifications en mémoire, que se passe-t-il s'il y a une panne de courant? Ou si la base de données crache? Comment? Et comment fait-on pour que ça ne se produise pas? Pardon? Même pas. On est dans une situation où on a modifié des enregistrements en mémoire. Donc, imaginons qu'on fasse un update et qu'on change l'âge, parce que mademoiselle n'a pas 25 ans, elle en a 21 ou 20. Imaginons cela. Vous faites cette mise à jour, vous faites cette modification. Comment? Et cette modification est faite en mémoire. Monsieur? En blanc. Partageons. Je vois que vous discutez avec votre collègue, donc je me dis que quelque part, vous avez sûrement quelque chose d'intéressant par rapport à notre processus d'update. Ah. Donc,
Ok. Continuons. Donc, revenons un peu à nos moutons. Vous avez ici, donc, je veux dire, un enregistrement qui a été changé en mémoire. Le risque d'une panne de courant, comment gère-t-on cette problématique-là? Et qu'est-ce qu'un commit? Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, tout à fait. Il y a un mécanisme d'historisation des changements. Et effectivement, et ce que je vous explique là, c'est valable pour Oracle ou pour n'importe quelle base de données. Donc il y a un truc très important qu'il faut comprendre, c'est quand vous écrivez, quand vous allez modifier quelque chose en mémoire, au moment où vous allez modifier ce quelque chose en mémoire, vous avez une modification qui est atomique, c'est-à-dire une modification d'un champ. Cette modification d'un champ, elle peut être le résultat d'un query complexe, où vous allez écrire, 10 lignes de select et d'update pour réaliser cette modification. Donc au moment, en fait, où vous faites cette modification, quelque part, vous avez une écriture, d'abord dans un buffer en mémoire, dont je vais vous parler ici, de ce changement de valeur de roue. Ce qui n'est pas la même chose que l'exécution du plan, mais c'est son résultat. Et c'est très important de comprendre tout ça parce que c'est comme ça que vont fonctionner aussi les backups. À intervalles réguliers, vous avez une écriture du contenu de ces changements sur des fichiers de changements particuliers, qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les write ahead log, qui sont les wall writers. Ça amène à se poser les questions, c'est-à-dire pourquoi deux? Pourquoi un seul? Pourquoi pas un seul? Pourquoi ne pas écrire directement dans les data files? Et pourquoi avoir ces write ahead log? Ils ont plusieurs rôles en fait à jouer. C'est que généralement, ils sont d'une taille relativement petite. À savoir, vous allez avoir des fichiers qui feront peut-être 10, 12 mégas, enfin ça dépend des bases de données, mais ça peut rester des fichiers de relativement petite taille. Et quand vous faites une modification dans la DB, vous avez d'abord une écriture dans les structures mémoire correspondantes, et puis à intervalles réguliers, quand une commande par exemple de commit est passée, vous avez une écriture dans ce qu'on appelle les wall logs, les archive logs chez Oracle. Ça coûte beaucoup moins que d'aller synchroniser l'ensemble des lignes modifiées sur les disques. Même si cette opération, qui est faite par les background writers, va se faire à intervalles réguliers, lorsqu'il y a un checkpoint par exemple. Mais vous avez le wall writer qui lui passe derrière et assure cette synchronisation et cette écriture là-bas. Et quand c'est écrit là-dessus, ce n'est plus jamais perdu. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure où vous avez la base de données qui avance, vous avez des mécanismes, une espèce de compteur global qui vous dit voilà jusqu'à quel état ma base de données est arrivée. Et pour chaque ligne de chaque table, vous avez des mécanismes de validation qui vous permettent de savoir si la table est arrivée au même niveau. C'est-à-dire si l'ensemble des transactions, pour arriver à ce niveau-là, a été appliqué. Le lien entre les deux, ce sont les write ahead logs. A priori, eux, ne vont servir que dans deux cas de figure. Imaginons l'exemple que je vous ai donné, vous avez une modification en mémoire, et puis une panne de courant ou un crash. Quand la base de données va redémarrer, elle va aller vérifier l'état des différents data files. Et elle va détecter qu'elle a quelque part une différence entre l'état comité à laquelle elle était arrivée et, l'état à laquelle elle était arrivée et le niveau auquel sont ces data files. Elle va reprendre les wall logs et parcourir ces wall logs pour rejouer toutes les transactions, ou pas toutes les transactions, pas rejouer les transactions, mais réappliquer les modifications pour la rendre à l'état de départ. Et c'est comme ça, en fait, qu'on assure la consistance de l'ensemble. Donc, on peut avoir une base de données avec une écriture sur les data files, donc dans les tables, qui se fait de manière décalée, et pas immédiatement, donc avec une grande performance, mais en même temps, on a quand même la certitude de retrouver tout ce qu'on a mis dedans. Et ça, grâce au wall log, qui nous amène à un autre cas d'utilisation de ces wall logs. C'est que, en fait, quand vous faites un backup d'une base de données, vous faites un backup d'un environnement qui est changeant.
C'est-à-dire, vous avez en permanence des écritures dans des data files. Quel est le principe à ce moment-là de fonctionnement? On met les data files dans un état relativement figé, on dispose des wall logs, ces data files sont backupés puis mis à jour pour être mis à niveau, et ce qu'on va sauver, c'est une image de la DB plus les wall logs. Maintenant, certains le font carrément avec des snapshots, à un moment donné, en mettant la base de données dans un état particulier qu'on appelle backup mode. Si vous avez cette image de la DB et l'ensemble des wall logs pour lequel il y a une donnée temporelle qui est reprise aussi, vous pouvez faire un point-in-time recover quand vous le voulez. Donc si par exemple, on vous demande à un moment de restaurer une DB telle qu'elle était hier à 3 heures de l'après-midi, avec les backups que vous avez réalisés et les wall logs, vous pouvez restaurer la DB, réappliquer l'ensemble des transactions jusque 16h35, par exemple. Et vous n'avez aucune difficulté à le faire. Vous avez 2 événements. Je suis toujours surpris. Pourquoi, en fait, il parle tout le temps quand je n'ai pas envie? Et quand je lui demande de mettre une alarme ou autre, il ne le fait jamais. C'est comme ça. Mais donc, il faut bien comprendre à quoi ça sert ces wall-là, parce que c'est quelque part, parce que vous avez la possibilité de mettre en place un mécanisme dans lequel vous aurez des wall-logs, mais vous n'aurez pas d'archivage. Donc, parce que je vous ai parlé je veux dire, les wall-logs et les online logs. Donc, quand vous avez une écriture et que la DB fonctionne en continu, vous n'êtes pas obligé d'archiver ces wall-logs. Vous pouvez mettre la DB en mode pas d'archive des wall-logs. Elle va à ce moment-là garder les traces de ces wall logs, mais pour un petit nombre de ces wall logs, qui lui permettront à tout moment de faire un recover si elle crache, et de ramener la DB au point où elle était avant qu'elle crache. Par contre, si vous... comment est-ce que je vais dire? Si vous archivez ces wall logs, et que vous faites un backup régulièrement, là vous avez la possibilité de ramener la DB à n'importe quel moment dans le temps. Quand vous utilisez par exemple des DB autogérés dans Postgres, vous pouvez le faire. C'est exactement ce type de mécanisme qui est mis en place. À quoi servent le background writer? À synchroniser le contenu de la mémoire avec les data files, le wall writer à copier en fait le contenu de ces online logs dans des wall logs. Le checkpoint process, l'auto-vacuum et l'auto-vacuum workers. Je ne vais pas m'étendre sur le checkpoint process, c'est un mécanisme de resynchronisation globale de la mémoire, des disques avec la mémoire. Mais je vais vous parler des mécanismes d'auto-vacuum parce que ceux-là sont particulièrement intéressants. Quand vous faites des changements dans une base de données, est-ce que quelqu'un a l'idée de faire un commit? Ou pas? Aucune idée. Ok. Quand vous faites des écritures dans une base de données, vous faites ça par exemple à la ligne de commande. Tant que vous n'avez pas enregistré, tapez la commande commit. Si vous faites un rollback, donc vous tapez la commande rollback, la base de données va annuler les écritures que vous avez faites. Je dirais, si c'est configuré en n'étant pas en autocommit, c'est conseillé. Vous avez donc la possibilité de faire une vraie transaction, de commencer quelque chose, d'écrire, de faire un certain nombre de modifications. Tant que vous n'avez pas fait de commit et que vous voulez l'annuler, vous faites un rollback et vous revenez en arrière. D'accord? Comment est-ce qu'on réalise ça? Qui est une des mécanismes essentiels pour une base de données. Une base de données, vous avez besoin de pouvoir, je veux dire, quand vous créez une transaction complexe, donc où vous avez pas mal d'étapes, vous allez réaliser un certain nombre de modifications. Quand vous allez arriver à la dernière modification, si malheureusement elle ne peut pas se faire, il faut pouvoir les annuler tous. C'est à ça que vont servir ce type de mécanismes pour revenir en arrière. Ça a une réelle utilité, c'est pas, je vous en parle pas parce que c'est beau ou joli. Donc comment faire ça? Il y a des moyens techniques qui sont mis en place. Il y a différents moyens d'y arriver. Si vous regardez une base par exemple Oracle,
Ça vous dit quelque chose, les bases oracles, un petit peu quand même? Parce qu'il me semble que ils étudient les bases oracles à un moment, non? Ils vont commencer à avoir vraiment ça dans 3 semaines maintenant. Ok. Là, on va faire la discussion de la semaine. On en baisse sur la pratique. Ok. Maintenant. D'accord. Donc une base oracle, vous avez ce qu'on appelle des undo table space. Ça veut dire que quand la base fait les modifications que je décris ici, elle va prendre le contenu de la row, prendre cette row et la copier dans un objet particulier et la conserver là-bas, je dirais, jusqu'au moment où la transition a été committée. Si, à un moment donné, la base de données, il faut faire un rollback, elle va reprendre la valeur de l'undo et la recopier à sa place. Ça, c'est comme ça que fonctionne une base Oracle. C'est aussi comme ça que fonctionne MySQL. Et c'est en partie comme ça que fonctionne SQL Server. À l'exception près qu'eux n'ont pas ce qu'on appelle des molocs, mais ils ont ce qu'on appelle des transactions. Maintenant, dans le cas de Postgres, ils ont fait un autre choix. Ce choix, c'est de maintenir dans la table et les différentes versions. Donc, ça veut dire que quand vous faites une modification sur une row ici, mettons que vous modifiez l'âge, en fait, ce qui va se passer, c'est que va être ajouté un enregistrement avec le nouvel âge. Et si vous modifiez ces 3 fois de suite, vous aurez 3 fois cette valeur-là. La manière dont il va gérer le rollback, c'est que quand il va passer ici, eh bien, si à un moment il doit revenir en arrière, il prendra la version, les valeurs en ligne précédentes et il peut comme ça revenir en arrière. Ici j'en ai mis 4, mais si vous n'en avez qu'un, vous prenez celui-là, la nouvelle valeur était celle-là, je la supprime et je retrouve la valeur précédente. Le problème de cette approche-là, parce qu'il y en a un, c'est que tout continue à exister à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne va pas les supprimer, sauf dans le cas où il y a un rollback. Ça veut dire que si vous avez 4 ou 5 changements sur une valeur, en ligne, vous avez retrouvé ces 4 ou 5 valeurs. Vous vous doutez bien que ce n'est pas une situation d'avenir si on la laisse persévérer. Parce qu'à un moment, vous avez votre DB est pleine, je veux dire, de valeurs différentes. Alors comment la DB sait ce qu'elle doit lire? Eh bien, elle sait à quel niveau, je vous ai dit qu'il y avait une espèce de compteur global pour la DB utilisé pour le lock et les backups. Et donc, quand elle lit ça, elle sait à quelle valeur ces différentes valeurs correspondent. Donc, elle sait où se trouve son compteur et elle va lire la bonne valeur sur base de son compteur parce que chacune de ces valeurs a un indice, elle aussi. Et elle sait donc laquelle elle doit prendre. N'empêche que vous vous retrouvez avec toute une série d'enregistrements à l'intérieur de vos tables qui peuvent se multiplier. Et donc, ils ont inventé un processus qui est l'auto-vacuum. Et l'auto-vacuum a pour fonction de faire quoi? Parcourir les tables de la base de données et d'en enlever toutes les rows qui n'ont plus de sens, c'est-à-dire pour lesquelles un rollback n'est plus attendu. Il est essentiel de le faire avec une base Postgres, d'activer l'auto-vacuum et de faire ça régulièrement. Si vous ne le faites pas, vous gagnez provisoirement du temps. Mais quand il se déclenche, ça pose d'énormes difficultés. C'est-à-dire, plus vous attendez pour réaliser ces opérations de vacuum, qui sont des opérations d'entretien de la DB, plus vous risquez à un moment, quand elles vont se produire, d'avoir un ralentissement véritablement important. J'ai fait face une fois à un système comme celui-là, où les gens avaient désactivé l'auto-vacuum sur une table monstrueuse, qui faisait, je veux dire, plusieurs centaines de gigas, et quand ils ont déclenché l'auto-vacuum, c'était devenu une nécessité, la machine, on avait l'impression qu'elle était à l'arrêt, on faisait un query, on attendait 5 minutes. Tous les processus qui accédaient à cette table étaient ralentis. Alors on peut toujours l'interrompre, c'est ce qu'à l'époque on a fait, mais il faut savoir que, et ça je vous le dis, si vous désactivez l'auto-vacuum, il arrivera un moment, qui est fonction en fait de ce grand compteur que vous avez là, où ça aurait été trop loin. C'est-à-dire qu'il va arriver à buter sur une limite, qui est une limite technique, qui fera qu'il ne pourra plus processer aucune autre transaction sans avoir procédé à l'auto-vacuum. Et à ce moment-là, vous faites face à un processus qui peut prendre des heures et des jours, qui va complètement mettre par terre votre base de données,
en termes de performance, alors que si vous le faites de manière régulière, hein, je dirais une fois par jour, ah, c'est quelque chose qui n'aura pas un impact trop important. Pardon, Oui. je juste parce qu'on a une question à distance, on demande si vous pourriez faire une petite explication par rapport à l'autovacuum. Il n'a pas bien saisi. Eh bien, c'est ce que j'étais occupé. Mais je peux reprendre. Donc l'autovacuum, c'est le mécanisme de, je vais dire, de purge ou de nettoyage des différentes versions des enregistrements qui sont conservés dans l'ADB pour permettre de conserver le rollback, de permettre de réaliser un rollback. Si on ne le réalise pas, on peut vivre pas mal de temps comme ça, mais à un moment, on doit le faire. Donc, ce mécanisme, c'est MVCC, donc le mécanisme qui fait que plusieurs versions de la même row peuvent être conservées en ligne dans la table. Le mécanisme, le mécanisme de vacuum, lui, il va nettoyer et purger la table pour enlever tous les enregistrements qui n'ont plus lieu d'être. L'auto-vacuum, c'est un mécanisme qui va se déclencher automatiquement. C'est-à-dire qu'on définit un compteur avec un certain nombre, tout ça est paramétrable manuellement, un certain pourcentage d'euros pour lequel un cleaning est nécessaire, et quand on arrive à ce pourcentage, automatiquement, il démarre et il fait le nettoyage de l'ensemble. Est-ce que c'est... Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions par rapport à ceci? Non? Bon, continuons. Je n'ai pas du tout suivi les transparents que j'avais prévus parce que je pensais que vous étiez peut-être un petit peu plus avancé sur le sujet qui nous intéresse. Donc, mais au moins, j'ai l'occasion de vous apprendre quelque chose plutôt que de parler dans le vide de données où vous ne comprenez rien. Donc, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Alors, quoi d'autre? Oui, vous avez des mécanismes de logging collector. Donc, ça, c'est très intéressant avec une base Postgres. Vous pouvez loguer à peu près tout. Faire de l'audit, c'est très à la mode. Et collecter toutes ces informations. Vous avez un mécanisme de stat collector. Ça doit vous parler, puisque je vous ai dit qu'il y avait des statistiques à calculer. Ce sont ces mécanismes-là qui, en background, vont passer et collectionner l'ensemble des statistiques sur les différentes tables. Et vous avez le mécanisme d'archiver. Donc l'archiver, c'est un processus qui va copier les wall logs à destination, je veux dire, d'un endroit où vous voulez les stocker. Donc, imaginons par exemple que vous avez une base de données, parce que c'est quelque chose qui est relativement facile à faire avec Postgres, et vous voulez maintenir 2 instances de base de données à jour. Donc, vous avez une base de données ici, et vous vous dites, ce serait quand même bien d'avoir une copie, en cas de catastrophe, d'incendie ici, de ma base de données dans le cloud ou dans un autre bâtiment de l'école. Comment feriez-vous? Normalement, vous avez déjà suffisamment d'éléments pour me dire comment vous pourriez faire. Chacun son tour de parler. Je vous écoute. Ça a à voir avec les write ahead log. Un petit peu, parce que un peu d'imagination, les gars. Copier-coller. Pas vraiment, je veux dire. Sauf si tu veux rester toute la nuit pour faire tes copier-coller. Ce ne serait pas un système un peu de on se log à propre Oracle. De Oracle, oui. Oracle fonctionne sur le même principe. Et on va requête à faire qui lui-même archiverait les ça pour envoyer le sauvegarde. Archiverait comment? Il y a plusieurs moyens de faire de la réplication. Il y a la bonne et la mauvaise. La mauvaise, je vais en parler, oui. Vous pouvez garder les logs des informations de processus qu'on a fait. Par exemple, on avait voulu modifier une donnée. On a un log de cette modification. On peut, à la place de faire le log, et on se dit on va copier ça dans C'est exactement ça. Hein. C'est tout à fait ça. Le log en question, ce sont les write ahead logs.
Donc, le principe est simple. Vous voulez faire de la haute disponibilité avec une base de données. Vous avez une base de données ici, vous avez une base de données là-bas. Vous faites une copie de la DB, ici, vous la copiez là-bas. Donc, vous faites une copie conforme, mettons la même VM. Vous pouvez le faire autrement, simplement base arrêtée InterGZ, vous la déployez de l'autre côté. D'un côté, vous générez des write à log, donc les wall logs, dont je vous ai dit qu'ils correspondaient chacun à un changement. Vous avez un mécanisme qui le fait pour vous, un archiver, qui est capable de faire un CP sur un NFS ou un SCP si c'est du SSH, copie les wall logs de l'autre côté, et à intervalles réguliers, vous ouvrez la base de données que vous avez copiée et vous faites le recover. Et vous maintenez, en fait, une copie vivante de la base de données. Alors, une copie, je vais dire, qui ne sera différente qu'au dernier wall log près de la base de données. Allons un peu plus loin. Il y a maintenant des mécanismes qui existent dans lesquels on fait du streaming. C'est-à-dire que je vous ai dit que vous aviez une structure en mémoire, puis des online logs, et puis des wall logs. Les online logs, c'est la version sur laquelle il est occupé à écrire, et puis il l'archive, et en fait une copie. Et ça devient à ce moment-là un wall log. Postgres, depuis pas mal d'années, a un mécanisme de streaming. C'est-à-dire, ce que vous faites, vous avez votre DB primaire, votre DB secondaire, et vous activez un mécanisme de streaming où là, il n'attendra pas que le log soit complet pour l'envoyer, c'est-à-dire qu'il ait un wall log archivé. Ce qu'il va faire, il va streamer tous les changements qui sont faits dans les online logs. Chaque fois qu'un changement est écrit, il l'envoie de l'autre côté, et là, vous avez une copie quasiment en temps réel entre les deux DB. Plus beau encore. Oui, je t'écoute. Non ? Il y a une contrepartie à cette méthode-là, justement. C'est-à-dire que tu entends par contrepartie. Je veux dire, il va y avoir un changement, il va se faire directement. Du coup, est-ce qu'il y a un inconvénient ? Non, il n'y a pas vraiment d'inconvénient. Alors, il faut être complet. Il y a plusieurs manières de réaliser ce type d'opération. Il n'y a aucun... Non. Non, en fait, c'est quand il est écrit qu'il est envoyé. Et comme il va envoyer en permanence tous les changements qui sont faits, même s'il y a un rollback, ça passera. Mais maintenant, il faut distinguer deux cas particuliers. Le premier cas, c'est le cas où vous avez une base de données qui est fermée. Je veux dire la base de données copie. On appelle ça souvent une base standby qui est fermée. Si vous avez une base de données fermée, là, vous n'avez absolument aucune contrainte. Vous streamez les logs et vous avez un process qui applique les changements qui, au fur et à mesure où ils arrivent, vous avez une copie parfaite. Vous pouvez même aller pousser le vice un peu plus loin jusqu'à vous assurer que la base, la base de données primaire ne réponde « Ok, la ligne est committée », donc écrite de manière sûre dans la DB, que si elle a été écrite de l'autre côté. Donc ça existe aussi, mais là c'est plus ennuyeux parce qu'il faut tenir compte du fait que quand on met en place ce type de système, on est certain que tout ce qui sera commité d'un côté sera présent de l'autre côté, donc ça donne une grande garantie d'avoir une copie parfaitement exacte de l'autre côté, mais ça présente un inconvénient. À savoir que quand vous avez un problème de l'autre côté, la base de données primaire va bloquer. Tout vient toujours, hein, on parlait de trade-off, enfin, je veux dire, il y a un prix à payer, là oui, il y a un prix à payer. Mais je dirais que j'ai des clients bancaires à qui je recommande sans problème de mettre ce type de système en place pour 2 instances locales. Donc 2 instances l'une à côté de l'autre, dans un réseau local, où vous n'avez pas de risque qu'un mec de Proximus ou de Win donne un coup de boum boum, de marteau-pique au mauvais endroit, coupe la ligne et bloque tout. Croyez-moi, même s'il y a 4 ou 3 backup lines, je n'ai jamais vu un cas où il n'y avait pas d'interruption. J'en passe entre parenthèses, si un jour on vous propose de faire un cluster avec un lien WAN dans le chemin, sauvez-vous. Donc, ça n'est pas une bonne solution. Ça ne peut pas marcher. Donc, qui dit cluster dit lien local. Et là, je fais attention parce que je vais parler ici de cluster. Mais ce n'est pas exactement des clusters au sens j'entends. Mais si vous avez un cluster de plusieurs machines Unix, par exemple, ensemble, ce type de mécanisme avec des VIP qui se déplacent entre instants ne s'accommode pas du tout d'un lien WAN dans le chemin. Parce qu'un lien WAN, par essence, est fragile. Et si vous perdez la connexion, boum.
vous impactez tout. Donc voilà, effectivement. Et là, ce dont on vient de parler, c'est la méthode, moi, que je recommande pour assurer la disponibilité des données. Si vous étudiez Oracle, on va vous parler d'un truc totalement fumeux qui s'appelle RAC, pour Real Application Cluster. Croyez-moi, ce n'est pas un moyen véritable d'assurer la pérennité et la disponibilité des données. Et certainement pas la scalabilité, pour plein de raisons. C'est plutôt un argument commercial qu'autre chose. Un RAC, c'est plusieurs instances, c'est-à-dire l'ensemble que je vous ai montré, processus, structure en mémoire, multiplié, qui accèdent à un même silo de données, c'est-à-dire à un même set de jeux de fichiers. Ça peut être un moyen d'avoir un failover plus rapide, mais en première ligne, il faut mettre d'abord les mécanismes que j'ai décrits ici, à savoir ces mécanismes de réplication dont on a parlé. C'est ça qui vous assurera la meilleure sécurité et disponibilité. Pourquoi? Parce que si vous avez ça, vous avez de multiples data files. C'est-à-dire, vous n'en avez pas qu'un seul jeu. Si vous utilisez un outil comme RAC et que vous avez une corruption pour un data file, vous avez beau avoir 4 instances, vous avez toujours le même problème. Donc, la première ligne de défense, c'est une réplication qui peut être assez sophistiquée, comme je vous l'ai expliqué. On peut aller avec un haut niveau de synchronisation entre instances. La deuxième peut être de mettre en cluster un environnement avec des outils comme RAC. Et là, parce que quelque part, une instance qui crache va pouvoir redémarrer, c'est-à-dire vous avez un temps de latence un peu plus court, mais ça ne peut pas être la première ligne de défense, parce qu'elle présente beaucoup trop d'inconvénients. Et ce n'est jamais un outil qui assure une bonne scalabilité. Scalabilité dans le sens montée en charge. À savoir, si un jour on vous parle de RAC et on vous dit « Ah, mais c'est super parce que quelque part, avec une base de données qui a 8 CPU et 64 Go de mémoire, tu veux scaler, tu rajoutes un nœud qui a 8 CPU, 64 Go, tu as 2 fois plus de puissance. » C'est totalement faux. Pour plein de raisons qui sont inhérentes à la mécanique qui sont là derrière, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas scaler linéairement. Vous aurez un peu plus de performance, mais ce sera toujours mieux d'avoir une DB qui a, je sais pas moi, 32 CPU et 128 Go de mémoire, plutôt que d'en avoir 2 de 16 dans le cas d'un cluster RAC Oracle. Parce que les clusters de base de données à ce sens-là, il n'y a que Oracle qui le fait. Il ne faut pas confondre ça avec les Always On Availability Group de SQL Server, qui eux ont un mécanisme à la fois de clustering, mais qui est un clustering qui gère en fait une réplication entre plusieurs instances, avec des VIP qui circulent. Ils utilisent le cluster pour avoir une VIP, un point d'entrée toujours unique, toujours près de la bonne DB. Ça, c'est à ça que sert le cluster dans le cas de SQL Server et de l'Always On Availability Group. Voilà. Je sors de cette petite digression. Alors, comment ça se passe quand vous voulez vous connecter? Vous avez un master process qui va écouter et qui va recevoir vos connexions. Vous établissez une requête au départ de votre PC ou même de votre application server et vous avez une connexion qui s'établit et un process qui va être démarré pour vous, qui va servir vos requêtes, et c'est ce process-là qui ira lire les blocs et les mettre en mémoire pour vous. Donc, vous avez le master process ici, qui va démarrer un nouveau process pour vous, avec une certaine quantité de mémoire. Donc, ici le workman. Et la communication entre ces processus est réalisée avec des sémaphores, ça vous étudierez ce que c'est, et avec des zones de mémoire partagées. Alors, vous avez tous des mécanismes d'authentification et d'autorisation. Ne pas confondre, l'authentification c'est username password, c'est venir avec une certaine IP. L'autorisation c'est de vérifier que vous avez le droit de lire quelque chose. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Alors, vous avez un échange évidemment entre le client et le process serveur, à savoir, vous avez un user, donc vous avez un user process qui tourne pour vous. Votre user process, il attend vos requêtes SQL et il va recevoir ces requêtes SQL. Là, vous avez un processus, l'optimizer, qui va créer un plan d'exécution et qui va vous permettre ensuite d'aller accéder aux données.
et de garder ces données en mémoire. Alors, le discrete buffering, donc, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez dans les shared buffers un data buffer et vous avez un mécanisme qui fait que quelque part, votre base de données, vous avez les blocs en cours d'utilisation vont être copiés dans le shared data buffer. Ce qui va réduire, en fait, je veux dire, un peu le burden autour de toutes ces opérations de lecture. Donc c'est pour ça, en fait, que vous avez les shared data buffers. C'est pour ça qu'on a toutes les problématiques de synchronisation. C'est pour ça que c'est fait comme ça, pour l'essentiel. Ça limite beaucoup, je veux dire, l'ensemble des écritures. Sinon, en fait, vous n'auriez pas plus d'avantage à écrire un processus comme en Python ou en C et qui ferait les modifications pour vous. Alors, comme je l'ai expliqué auparavant, ça vient avec la nécessité d'avoir une écriture et une synchronisation de temps en temps qui va se produire quand elle est globale entre les structures en mémoire et les data files au moment où se produit un checkpoint. Pourquoi? Parce que, par exemple, alors les blocs vont rester en mémoire autant qu'ils peuvent, ils peuvent être synchronisés, et puis de temps en temps, ils seront enlevés si on a besoin de la place pour en mettre des nouveaux blocs. Donc c'est à ça que sert, entre autres, le processus de checkpoint. Alors. Oui, bon, ça je veux dire, c'est cohérent, c'est ce que je vous ai dit. Et voilà le write-ahead lock, d'accord? Donc, vous avez ici les process, vous avez ces backends qui vont écrire ces changements dans les wall buffers. Ensuite, vous avez un mécanisme avec le wall writer qui va écrire, soit au moment d'un commit, soit quand le buffer est full, le contenu du wall buffer dans le transaction log, qui, quand il sera complet, va correspondre à un wall log. C'est-à-dire il devient un wall log au moment où il est archivé. C'est bien parce que ces transparences sont assez explicatives de ce que je disais auparavant. Et le mécanisme d'archivage, c'est ce dont on a parlé avant. À savoir, quand le transaction log est plein, vous avez un mécanisme d'archive, c'est-à-dire qu'il est copié, soit localement, soit il est envoyé à distance, soit il y a une copie qui est gardée localement et une copie envoyée à distance. Ça marche très bien, hein. Chose auquel il faut faire quand même attention quand on a, je veux dire, quand on a énormément de transaction lock, d'accord, on peut avoir de petites surprises. Alors je vous explique un petit peu. C'est que quand vous faites des mises à jour, si vous faites des mises à jour et que vous faites un insert, un commit, un insert, un commit, un insert, un commit, qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir comme problème? Si vous en avez des millions à faire. Je t'écoute. On va surcharger, on va avoir beaucoup trop en mémoire. Parle plus fort parce que je vieillis, tu sais. En mémoire dans les WL. Mais en fait, pardon? Alors, c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut véritablement donner de gros problèmes. À savoir que quand vous avez sur une base de données un comportement bizarre, vous voyez que la machine elle est complètement à la ramasse, qu'elle génère des wall logs dans tous les sens, en quantité absolument effrayante, souvent, c'est que un développeur ou un utilisateur s'est dit qu'au fond, il pourrait faire des boucles, et dans la boucle, il fait une insertion ou un update, un commit, une insertion, un commit, une insertion, un commit, obligeant chaque fois à avoir un flush de l'online log. Et ça, c'est très mauvais. Donc les performances vont devenir très mauvaises, parce que qu'est-ce qui va devenir le bottleneck en fait du fonctionnement de la DB? C'est le processus d'écriture sur l'online log. Donc vous allez avoir à un moment des I/O qui vont grimper de manière spectaculaire sur ces objets en particulier, et en fait vous ne pouvez rien y faire si vous êtes l'administrateur de la base de données. Vous trouvez le gars qui fait ça et lui dire de ne plus le faire. Vous riez, mais je l'ai vécu sur des bases de données en production. Un monsieur qui avait un mécanisme de logging chaque fois qu'il faisait des transactions,
Et donc, il faisait des tests, des tests dans l'environnement de développement, mais il s'était trompé pour loguer les changements qu'il faisait, et il avait gardé comme data source une écriture sur une table de production. Donc, sans qu'on comprenne pourquoi, chaque fois qu'il faisait un test, il écrivait avec un commit à la fin, pour être sûr de ne pas le perdre. Et donc, sans qu'on comprenne pourquoi, quand il faisait des tests de charge, sur son environnement de développement, la base de données de production tombait. Il nous a fallu longtemps. Alors, et le symptôme, c'était une écriture complètement dingue sur les online-là. Je veux dire, il a fallu l'identifier, retrouver cette transaction, et puis lui expliquer qu'il ne fallait plus faire comme ça. Est-ce qu'il y a un moyen technique de préserver la santé de la base de données quand quelqu'un fait ça? Non. Non. Une transaction, et c'est pour ça qu'on parle de transaction, si quelqu'un doit faire des centaines, des milliers d'inserts d'updates, il faut qu'il le fasse par bloc, qu'il le gère par bloc. C'est-à-dire si le gars il insère 1000 lignes et puis il fait un commit, versus il insère une ligne et puis il fait un commit, ça va faire 1000, je veux dire la différence, c'est 10 exposant 3 entre les deux, en termes d'impact sur les write and write logs. C'est pour ça que c'est très intéressant de garder ça à l'esprit. Ça veut dire aussi que quand vous avez une base de données, vous avez intérêt à bien réfléchir au type de disque que vous allez mettre selon ce que vous allez mettre dessus. Comment vous organisez le stockage de votre base de données avec ce que vous savez maintenant? Est-ce que vous mettez tout sur le même disque? Je vous pose la question. Et que vous mettrez quoi où? Parce que bon, si je pose la question, je vais bien vous dire que c'est certainement pas vous. Vous me feriez comment? Je t'écoute. On va mettre les transactions, les logs sur un disque et les données sur un autre. C'est une très bonne idée. Donc, ce qu'on fait, alors, maintenant, on est à une époque où on peut avoir du SSD partout, voire même encore mieux que du SSD. Mais bon, la meilleure solution, généralement, c'est d'aller mettre ce qui va consommer le plus sur les disques les plus rapides. Ou tout au moins, pas ce qui va consommer le plus, mais là où il y a un risque d'avoir un bottleneck. Et donc, les online logs, typiquement, on va les stocker sur les disques les plus rapides. Il y a encore quelques années, on mettait des SSD très performants et on mettait les autres, les data files. Avec le mécanisme d'écriture asynchrone que je vous ai décrit, vous pouvez bien vous rendre compte que, en fait, c'est pas, je veux dire, si important que ça d'avoir des disques pour les data files super rapides. Puisque de toute façon, le système peut fonctionner tranquillement. Et donc, quand vous avez ce type d'environnement, c'est plus intéressant d'aller mettre les disques les plus rapides et généralement de payer très cher pour ces disques-là, parce que ce seront les disques des online logs et les online logs ne sont pas très gros. Donc on a des petits disques extrêmement rapides pour les online logs, et pour les autres, on peut mettre des disques de plus grande taille, ou je veux dire des disques sans doute sensiblement moins performants, ça ne va pas pénaliser la DB quand elle va fonctionner. Maintenant, si on peut mettre tout avec des super rapides, c'est encore mieux. Ne peut pas dire que j'ai payé le cours, il ne faut pas être mazou non plus. Mais, je veux dire, le bon endroit où mettre l'argent, c'est généralement pour les online logs, dans le cas d'une base de données relationnelle. Ceci est vrai pour toutes les DB relationnelles. C'est là où va apparaître le bottleneck quand vous avez ce type de comportement. Et ce type de comportement, à part aller donner un coup de bâton sur la tête de celui qui le fait, il le trouvait surtout, le trouver celui qui le fait, puis quand on l'a trouvé, l'arrêter, c'est la seule solution. Il n'y a pas de moyen technique d'éviter que ça se fasse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble un peu clair? Vous comprenez un petit peu l'idée? Alors, commit and checkpoint. Donc, avant un commit, ça c'est très important, donc avant un commit, vous avez écrit des données, vous pouvez avoir des données, des updates non committées en mémoire, mais une fois que vous avez un commit, c'est-à-dire une fois il vous a dit c'est commité, alors il l'a écrit. Et vous êtes sûr de les retrouver. Vous comprenez le principe ou pas? C'est clair? Je vois une lueur d'incompréhension. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que tout à fait clair?
Ok. Donc c'est bien, c'est important de comprendre que c'est comme ça qu'il assure la continuité de l'ensemble. C'est quand il vous dit, il vous renvoie le prompt après que vous ayez tapé commit, c'est qu'il l'a fait. Et après, c'est qu'il l'a écrit, et donc il pourra le retrouver en cas de crash. Tout ce qui n'est pas commité n'est pas forcément écrit sur le disque. Donc ce que je vous ai expliqué à savoir, j'écris dans les online logs. Il écrit dans les online logs, pas en continu, pas tout le temps. Mais quand il doit commiter quelque chose, ça doit être écrit. Parce que sinon, il ne sait pas le retrouver. Hein? Clair pour tout le monde? Parfait. Vous allez faire de... Et vous vous destinez à faire quoi? Du développement? De l'administration système? Je ne sais pas, c'est quoi en fait que vous êtes amené à faire plus tard? Vous avez les gestions et les logiciels. Mais c'est quoi la différence? Pour moi, c'est... Moi qui suis ingénieur chimiste, gestion industrielle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La gestion, on a l'aspect compta et on a vu, je crois qu'ils ont plus certaines raisons. La comptabilité, ça, franchement, c'est pour les pères. J'ai horreur de ça. Je crois que c'est ça la différence. On va dire. Ok. Donc vous pouvez devenir à peu près tout, je veux dire, aussi bien développeur que... On touche un peu à tout. Ok, ben c'est bien. Il faut rester ouvert. Alors. Ah. Reconcentrons-nous, encore 30 minutes, que j'ai la chance de voir toutes les questions que j'ai écrites pour vous. Il faut d'ailleurs que je les vois après, parce que quelque part, être sûr au moins que j'ai abordé tous les points. Donc, le processus, le parsing des statements. Donc, comment est-ce que quelque part les statements sont parsés? C'est ce que je vous ai expliqué tantôt. À savoir, vous avez un check de la syntaxe, je passe, je vais dire tous les détails ici, mais il va en une première étape qui est un parsing. Monsieur en bleu? Vous voulez participer? Je vous écoute. Bon, alors, il faut rien dire. Oui, monsieur en blanc, je sais, mais c'est pas grave, ça va? Restons concentrés, encore un petit effort de 30 minutes, ça va? Un tout petit effort. Alors, optimisation, c'est ce que je vous ai expliqué. Il va générer un plan, il va utiliser les statistiques de la base de données, il va créer son plan d'exécution et puis il va l'exécuter proprement dit et là, il peut vous envoyer le résultat. Donc, j'ai l'illustration de ce que je vous ai expliqué auparavant. Alors, un peu de physique. Donc, qu'est-ce que c'est l'architecture de cette base de données-là, physiquement? On a déjà abordé ça un petit peu. Un cluster pour une base de données PostgreSQL n'est pas un cluster au sens Oracle ou un cluster au sens Linux. C'est une collection de bases de données qui est gérée par une instance. Donc, vous avez une instance. Et à l'intérieur de cette instance, un peu comme MySQL, on peut retrouver une série de bases de données. Ce que Postgres appelle un cluster de bases de données, c'est une instance avec différentes bases de données à l'intérieur. Il faut faire la différence parce qu'un cluster de bases de données pour une base Oracle sera quelque chose de tout à fait différent. Alors, chaque cluster, évidemment, a un data directory, un set de processus de port et un set de data files. C'est ça qu'il définit, ce que je vous ai montré tantôt. Structure en mémoire, processus et disque physique constituent un cluster qui est un set de bases de données. Alors, comment ça s'installe? Si vous installez une base de données Postgres, ce que je vous invite à faire, ce qui est très facile, que vous soyez sous Windows ou sous Linux, je vous conseille plutôt de le faire sous Linux parce que c'est, à mon avis, un environnement qui est plus favorable à l'utilisation de ce type d'outils, honnêtement. D'ailleurs, quels sont ceux d'entre vous qui connaissent Linux? Juste pour... On connaît, mais je n'utilise pas. Qui l'utilisent quotidiennement? Ah, quand même. Laquelle distribution? Pour l'instant, j'utilise Fedora. Fedora. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Je veux dire, le Linux est la base de beaucoup de projets en open source. Et quel que soit en fait ce que vous faites dans le futur, je pense que vous y serez confrontés. Donc je vous invite à jouer avec Linux et à très vite à découvrir aussi ce que vous pouvez faire avec Docker.
Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai un Mac, donc je n'ai pas Linux sur mon laptop, mais je l'ai eu pendant de nombreuses années. Seulement quand j'en ai eu vraiment un jour eu marre, pour envoyer ce signal sur l'écran, je pense qu'on n'y serait pas encore. C'est un peu le problème avec Linux, même quand vous mettez quelque chose comme Ubuntu. Mais sinon, ce sont des OS très intéressants. Ce que je vous invite aussi, c'est à utiliser les possibilités quand vous voulez expérimenter des choses avec Linux. Je suppose que l'école vous met à disposition des machines virtuelles. Oui ? C'est quoi les avantages de Linux en tant que développeur ou programmeur par rapport aux autres OS? Alors, les autres OS, il y a Windows, en gros, d'accord. C'est la robustesse et la scalabilité. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que si vous voulez, par exemple, partager des fichiers dans un environnement Windows, c'est sûr qu'il y a des outils qui existent pour le faire avec Linux, mais ça se fera mieux sur un serveur Windows. Si par contre, vous voulez travailler avec du Java, du Python, des outils comme Postgres, des conteneurs Docker, du Kubernetes, c'est Linux. Il y a des conteneurs qui peuvent être faits avec Windows. Sauf que vous pouvez faire un conteneur Docker qui va faire 10 mégas et que la plus petite des images Windows en fera 600. En termes de facilité d'utilisation, c'est pas la même chose. Si vous voulez créer un conteneur Docker, vous allez utiliser un conteneur Docker. La base d'un conteneur Docker, c'est Linux. Et c'est là-dedans que dans le futur, vous déploierez vos applications. Et donc, tout ce qui tourne autour, en fait, de Docker, par exemple, et des outils qui vont avec, c'est à base de Linux. Donc, je vous invite à vous y intéresser. Maintenant, si c'est pour faire du .NET et que ça doit interagir avec des Active Directory, c'est sûr que probablement, c'est mieux d'utiliser Windows. Mais j'étais en réunion chez un client lundi matin, et ils ont un projet dans lequel ils veulent mettre en place une infrastructure Kubernetes. Et donc le développeur, qui est un développeur Windows, spécialisé là-dedans, maintenant réfléchit comment effectivement il va limiter son code à du .NET Core pour pouvoir le faire tourner dans des petits conteneurs Linux. Comment ? C'est la mémoire utilisée. Je ne vais pas dire que c'est une question de mémoire ou d'optimisation, parce qu'en fait, tout dépendra qui le fera. Tu vois, c'est pas, tu peux avoir, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu as un développeur pas très doué, qu'il développe sous Linux, et doué qu'il fait sous Windows, ça ira plus vite sous Windows. Hein. C'est comme pour les queries SQL. Donc c'est pas là que se situe. C'est plutôt une question aussi d'écosystème. Si vous regardez, je ne sais pas moi, AWS, tout tourne sous Linux là-dedans. Si vous regardez Oracle Cloud, tout tourne sous Linux. Si vous regardez Google derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'énormes hyperviseurs de gestionnaires, enfin pas gestionnaires, orchestrateurs de conteneurs. Les orchestrateurs de conteneurs, je ne sais plus, qui ont inspiré Kubernetes, c'est du Linux. Si vous faites le tour, il y a sans doute des endroits où spécifiquement le .NET a plus sa place. Mais globalement, je dirais que c'est plutôt un environnement. On est plutôt dans un monde open source et Linux. Et que c'est intéressant de travailler avec, d'expérimenter. Parce que si vous expérimentez, que si vous travaillez avec Linux, avec Docker, vous allez assez vite découvrir les raisons pour lesquelles, pour vous, c'est mieux d'utiliser l'un que l'autre. Si par exemple, moi j'ai dû faire à un moment des choix en termes d'operating system et à savoir quoi utiliser, on a choisi d'utiliser Linux parce que c'était beaucoup plus robuste. Si vous faites tourner une base Oracle, je peux vous dire que ça tourne beaucoup mieux sur Linux que sous Windows. Parce que sous Windows, c'est... bon, voilà, ça vient avec les limitations du modèle de Windows. Et les gens qui développent, ils développent plutôt sous Linux. Je parle des gens d'Oracle. Si vous voulez faire tourner des application servers, WebLogic, je sais pas moi les autres, JBoss ou ce que vous voulez, vous allez probablement pas les faire tourner sous Windows. Donc voilà. Alors, dans le passé, il y avait une grosse difficulté qui était introduite par ça. La grosse difficulté, c'était qu'on avait une hétérogénéité d'environnement. C'est-à-dire que Windows avait un énorme avantage, c'est que vous aviez un seul Windows. Mais vous aviez une foultitude de Linux. Monsieur utilise Fedora, il peut très bien développer, utiliser les librairies qui vont sur son Fedora,
un autre va utiliser Ubuntu, un troisième va utiliser Debian. C'est bien que vous aviez un écosystème comme ça, et que quand les gars venaient pour déployer leurs applications, et vous aviez des application servers, c'était pas rigolo. Et Docker a résolu ce problème. À savoir, avec Docker, n'importe quel conteneur qui est créé avec un operating system X ou Y, pour peu que ce soit compatible avec la norme Docker, pourra exécuter le conteneur. Et donc ça simplifie tout. Le portage des applications, l'exécution des applications, tout ça est d'une simplicité biblique. Et derrière, Docker introduit certaines difficultés. Kubernetes, OpenShift ou Docker Swarm sont des réponses à ça. Et voilà. C'est un de mes sujets favoris, donc je peux m'étendre là-dessus, mais il faut quand même rester raisonnable. Donc, je veux dire, l'organisation des répertoires, vous avez un répertoire data, je veux dire, les header files, les instructs, les librairies, il y a un certain nombre de tools, mais là qui nous intéressent sensiblement. Par contre, ça c'est un petit peu plus intéressant. Donc, le database cluster data directory layout. Donc, la base va contenir les bases, les tablespaces. Le PG tablespace va construire des symbolic links vers des tablespaces. Alors, les symbolic links vers des tablespaces, souvent, sont des symbolic links. Je veux dire, vous définissez un lien symbolique vers un tablespace qui est un répertoire, et ça vous permet de répartir un petit peu les data files comme vous voulez, si vous avez des problèmes de performance. Les PXLog vont contenir les write-ahead logs, donc dont je vous ai parlé, qui peuvent être ensuite transférés, archivés et envoyés éventuellement pour faire un backup ou autre. Les PGLog, les error logs. Et vous avez différentes informations. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous allez retrouver après avoir installé une base de données PostgreSQL. Alors je vais juste regarder les questions que j'ai mises, parce que je voudrais juste que ce soit couvert. Sinon, c'est pas sympa pour vous. On va en parler un peu spécifiquement, parce que je n'ai pas été aussi loin que ce que je pensais avoir été. Donc, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui. Je pense que... Oui, alors il est important de savoir que quand vous vous connectez à une base de données Postgres, après que vous les installez, vous avez un petit effort. 20 minutes et... C'est pas que je ne veux pas que tu parles, mais alors tu me parles à moi. Sinon, si on parle à deux, c'est un peu con. Tu vois, j'ai l'impression de perdre mon temps, tu perds ton temps aussi, donc c'est dommage. Voilà. Donc, quand vous avez installé une base de données Postgres, vous devez avoir quelque part un user administrateur. Si c'est sur une machine Unix, quand vous voulez vous connecter, vous vous connecterez avec le user Postgres. Donc, après que la base soit installée, c'est parce que c'est dans une des questions, et ça, c'est pas encore venu, donc imprimé. Donc, quand vous voulez vous connecter, vous devez utiliser le user Postgres pour vous connecter à la base de données. Et pouvoir réaliser toutes les tâches d'administration. Je veux dire, et ça, avec le user Unix Postgres, vous faites un PSQL, vous avez directement les droits d'admin quand vous vous êtes connecté. Ça, c'est couvert. Alors, oui, ce qui est intéressant avec les bases, et ça c'est très différent par exemple de Oracle. Oracle, vous allez voir qu'on va définir des tablespaces. Faites pas attention, c'est vraiment incroyable ce truc. Bref. Donc, Oracle, vous allez définir des tablespaces, c'est-à-dire des conteneurs à table, et ce sont des ensembles de fichiers très particuliers dans lesquels vous allez déposer des tâches. Dans le cas de Postgres, un tablespace, c'est pas un ensemble de fichiers, c'est un directory. Donc, ce que je vous ai expliqué tantôt, c'est que si vous avez, admettons, des tables pour lesquelles vous avez des données qui sont des données anciennes, vous accédez très peu souvent. Ah bien, on peut suivre exactement la même chose que pour les online logs. On peut avoir une série de disques, je sais pas moi, qui tournent à 7200 RPM, qui sont très lents, pas très performants, mais qui sont tout à fait valides si on y accède une fois tous les 36 du mois. Ben, on fera un tablespace là-dessus, et on déplacera les tables partitionnées, dont on a parlé tantôt, les plus anciennes, ou dont l'accès est le moins fréquent. Et on peut comme ça se dire, ben voilà, les tables sont archivées, elles sont toujours en ligne accessibles, mais au fond, je veux dire, je n'ai pas besoin d'avoir de disques trop performants pour y accéder.
Alors, je veux dire, je vais laisser tomber la suite, sinon je vais pas. Voilà un sample data directory layout. Donc là, en fait, vous avez le slash data base PG tablespace, le PG tablespace avec les liens vers les autres répertoires que vous avez là, et ici, les relation data files qui correspondent chacune à une table. Alors, page layout, ça c'est intéressant, c'est le block buffer. Donc, on a parlé tantôt de lire les tables et puis de les stocker en mémoire, mais on ne lit pas les rows une par une, on lit les blocs. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai aussi pour toutes les bases de données, on lit des blocs de données qui normalement font 8K dans le cadre de PostgreSQL, ce qui n'est pas le cas pour Oracle. Oracle, on peut choisir différentes tailles de blocs, ce qui peut avoir sens. Hein. Si on a des trucs où on va faire beaucoup de lectures, on va mettre des grands blocs, on va faire des passes beaucoup plus rapides. Donc, ce qu'on va stocker dans une base, dans les data files, appelons-les comme ça, ce sont des blocs de données qui vont constituer tous ensemble les rows que vous êtes amenés à lire. D'accord ? Et c'est pour ça que, quand il lit en mémoire, supposons que vous aviez un bloc qui contient 20 rows, bah, si vous en voulez une, vous allez en lire 20 d'un coup. Ça peut être intéressant ou pas, mais il faut le savoir. Donc vous n'allez pas lire, extraire comme ça la row du bloc, vous allez charger tout le bloc en mémoire avant de le traiter. Alors il y a évidemment, par rapport à ça, différentes informations qui sont contenues, d'accord, à savoir, sur ce bloc de 8K, vous avez des page headers, et puis vous pointez vers les différents tuples à l'intérieur. Parce que généralement, à l'entête, vous avez la destination et les différents endroits où vont se trouver les informations dont vous avez besoin. Il y a un truc auquel il faut faire attention, quand vous avez des blocs qui sont de plus en plus gros, il peut y avoir ce qu'on appelle des mécanismes de row chaining. En tout cas, par exemple, pour une base Oracle, c'est quelque chose qui peut se produire. Ça va vous commencer à avoir des objets tellement gros que ça se chaîne entre plusieurs blocs. Et ça, c'est pas une situation d'avenir. Ben voilà, je vais terminer par ça. Database cluster. Donc, comment le créer, comment le démarrer et comment s'y connecter. Donc, un database cluster, je vous le rappelle, c'est une collection de bases de données qui sont gérées par une seule instance. Et une seule instance, c'est un set de process et de structures en mémoire. Alors, les database clusters sont donc formés d'un data directory d'import et un certain nombre de default databases sont créés au moment où vous le faites. La base Postgres ou éventuellement EDB si c'est pas SDB, et puis un certain nombre de templates. Alors, pour créer un database cluster, on choisit le data directory dans lequel on veut déployer son nouveau cluster. On initialise la base de données avec un outil qui s'appelle initdb, et initdb créera ce répertoire si le répertoire n'existe pas. Évidemment, on doit avoir les permissions sur le directory parent pour réaliser cette opération. Le initdb utility, il est là. On n'est pas obligatoirement de passer tous les paramètres en argument, mais on peut le faire. Et si le data directory n'est pas spécifié, il utilisera éventuellement la variable d'environnement pgdata. Et là, il sait où stocker vos data au moment où vous créez l'ensemble. Donc vous avez une possibilité, on parlait du storage, d'une certaine flexibilité par rapport à où vous voulez mettre vos transaction logs, où vous voulez mettre vos pgdata par exemple. Et ça quand vous créez votre base de données. Si vous utilisez les mécanismes de création automatique sous Linux ou ailleurs, c'est évident que ça ne va pas le faire. Mais rien ne vous empêche de le créer vous-même, d'installer le soft et de faire un initdb. Alors, comment on crée on démarre un database cluster? Alors, il y a différentes options. Il y a le pgctl qui vous permet de démarrer le database cluster. Mais il faut savoir que la plupart du temps, vous aurez un service. Sous Windows, il y aura un service pour le faire. Ce sera un service aussi sous Linux que vous pourrez démarrer.
Et si vous l'installez avec un package d'un repository, poum, il installe tout et vous pouvez après faire ce que vous voulez. Donc, c'est comme ça que vous allez démarrer votre database cluster. Et puis, pour s'y connecter, vous pouvez utiliser un outil comme PSQL, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser PLSQL. PSQL, vous pouvez très bien utiliser d'autres outils. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, si vous avez un... Qu'est-ce que je vais dire? Si vous avez du code qui est écrit en Java, ben vous avez des data sources, et ces data sources vont faire des connexions à la base de données. Et donc, il y a plein de moyens de se connecter à la DB. Si vous vous y connectez vous-même, depuis le prompt de votre machine, c'est ce que vous utiliserez. Puis on peut faire un reloading, et pour le stopper, ben, vous avez le pgctl start, et là vous avez le pgcl stop. Voilà. Alors, un truc important, c'est que quand vous allez à un moment écrire des applications pour utiliser des bases de données, parce que le reste, je ne vais pas commencer autre chose, je vais devoir courir et ça n'a pas de sens, mais quand vous allez écrire des applications pour vous connecter à une base de données, c'est intéressant de réfléchir à la manière dont vous allez accéder aux informations. Ce que je vais vous expliquer, c'est que les data sources existent pour une bonne raison. Donc, créer une data source, ça vous dit quelque chose ou pas? Rien du tout? Vous avez vu que quand vous établissez une connexion vers la DB, ça a un coût. À savoir, il y a un process qui doit être démarré. La mauvaise manière de faire si vous écrivez du code, c'est d'avoir, chaque fois que vous avez besoin de la DB, d'aller réouvrir une nouvelle connexion. Et puis de la fermer. Si vous faites ça, et que vous avez beaucoup d'utilisateurs, eh bien vous allez vous retrouver avec une DB qui est complètement saturée de connexions diverses et variées, vous allez avoir tout le temps des processus qui vont démarrer, faire une petite opération, se clôturer, renvoyer et se fermer. C'est un peu le type de problème qu'on rencontre avec PHP. À savoir PHP qui dit vous faites une connexion, hop, je fais une nouvelle connexion, j'ai fini, j'en refais une, et ainsi de suite. Donc, c'est plus intéressant si vous écrivez du code, peu importe le type de framework que vous utilisez, de penser, si vous avez besoin d'effectuer de multiples transactions, d'utiliser des data sources pour lesquelles, en fait, on aura un set de connexions qui seront définies à l'intérieur vers la DB, et on dira, par exemple, ben voilà, cet application server, il a une data source qui, de base, a 5 connexions. Donc, au moment où l'application server démarre, il ouvre 5 connexions vers la DB. Si à un moment il a besoin de plus parce qu'il a beaucoup plus de transactions, ben, il va en ouvrir de nouvelles connexions avec un maximum de 25. Et par exemple, on dira, ben, s'il doit redescendre, il ne descendra pas plus bas que 15. C'est le genre de choses qu'on fait pour des frameworks applicatifs et ça a beaucoup d'intérêt parce que ça va soulager la DB de beaucoup de problèmes autrement. Par de connexions qui vont arriver dans tous les sens et qui peuvent potentiellement donner des problèmes et des difficultés. Il y a plein de connexions qui arrivent pour vous connecter à la DB. Si chaque fois il y a un nouveau processus qui est démarré, votre système il est mort. Et c'est vrai que vous utilisiez du MySQL, du Postgres ou de l'Oracle. À tel point qu'au moment où on a basculé, je dirais, à la fin des années 90, début des années 2000, Oracle a inventé un concept qu'on appelait le shared server, à savoir où il démarrait un certain nombre de processus prêts à servir des requêtes. Lui-même, pour éviter justement ces phénomènes. Je rajoute une parenthèse, utilisez jamais le shared buffer d'Oracle, c'est affreux. Il vaut mieux quelque part utiliser des data sources bien organisées pour avoir un fonctionnement qui soit optimal. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je pourrais encore vous raconter sur le sujet. Je pense que j'ai couvert les 5 questions que j'ai posées, donc si vous réfléchissez un petit peu, ça devrait être pas très compliqué. Apprenez-les. Si vous êtes administrateur de système, vous y serez probablement confronté. Si vous choisissez de vous orienter vers le développement, vous éviterez beaucoup d'erreurs en apprenant à comprendre comment fonctionnent les outils qui stockent vos données, les données que vous devez utiliser, et en apprenant aussi le langage SQL. Donc évitez ce travers. Vous serez peut-être un jour des super développeurs d'une technologie ou d'un langage X ou Y,
Le problème, c'est que vous maîtriserez parfaitement cet outil. Si vous ne maîtrisez pas celui-là, peu importe le nom qu'il porte, là j'ai parlé de Postgres, mais c'est vrai pour autre chose, vous risquez de réinventer dans votre code ce que fait la machine beaucoup mieux que vous. Je l'ai vu plus d'une fois. Donc, l'exemple le plus surréaliste, c'est un client où le fournisseur leur avait donné des outils qui tournaient avec un fat client sur un laptop, sur un desktop, pardon. Et donc, le client se plaint, dit, écoute, Damien, c'est quand même pas terrible, hein, notre truc, il met 20 minutes pour démarrer. Ce client avait un grand nombre de data. Il met 20 minutes pour démarrer, alors que chez leurs autres clients, il met moins d'une minute. Bon, moi, je veux dire, il y a des outils qui permettent d'isoler les transactions et je constate que la transaction qui est demandée par leur client dure quelques millisecondes. Aucune optimisation possible là-dessus. Puis le reste du temps, on attend que le client reçoive les données. Ces gens ne maîtrisaient pas du tout les order by qu'on peut faire sur une base de données classique. Et donc, ce qu'ils avaient créé, c'est qu'ils téléchargeaient absolument tout. Et puis, ils avaient écrit leur propre algorithme pour ordonner ces lignes et les présenter dans le bon ordre. D'habitude, leur client avait un dataset très réduit. Là, le client, il avait un dataset très très large. Donc, ça prenait beaucoup de temps. Quand j'ai fait la transaction en SQL, elle était instantanée, l'order by. Parce que les algorithmes existent. Eux avaient réinventé quelque chose avec leur truc codé en Visual Basic.NET, je ne sais pas tout quoi. Pas que c'était mal, c'était sans doute bien avec les outils qu'ils utilisaient, mais il était plus pertinent de se dire, bah non, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'une base de données peut le faire pour moi? Si la base de données peut le faire pour vous, vous n'avez pas de souci. C'est simple, facile, ça va plus vite, mais ça demande de le connaître. Et c'est pas du temps perdu que de l'apprendre. Méfiez-vous aussi des frameworks qui ne vous donnent pas la possible contrôle sur les queries. Si on vous donne l'opportunité d'utiliser des frameworks de développement, mais qui vont faire de l'autogénération de queries, c'est généralement la recette pour un désastre en termes de performance. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser du code, il va générer du code sur lequel vous n'aurez aucun contrôle, donc qui est souvent très mauvais. Et je vais vous donner un petit exemple et je terminerai par ça. Il va générer du code, par exemple, qui va faire un select avec des where clauses débiles. Donc, imaginons que vous avez dans la where clause 5 éléments. Par défaut, ce truc va prendre tous les éléments de la colonne. Seuls 3 éléments sont signifiants et sur ces 3 éléments, il y a un index triple. Comme pour la base de données, vous mettez les éléments supplémentaires, il fait un full table scan, donc il lit toute la table. Et vous ne bénéficiez pas de l'index. Si vous utilisez des frameworks qui génèrent du code automatiquement de ce type-là, vous n'avez aucun contrôle sur le statement généré. Vous n'avez donc aucun moyen d'optimiser le code. Et mettre un index sur 10 positions, c'est complètement débile, surtout quand les données sont non signifiantes. Donc ça, c'est une des choses à garder à l'esprit quand vous êtes amené à réfléchir aux outils que vous allez utiliser. Un bon outil doit vous permettre de définir vous-même les statements SQL que vous devez utiliser. Ça vous demandera un peu plus de travail, mais ça vous permettra de générer un code bien meilleur. Voilà. Je pense que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Parfait. Mais écoutez, j'ai été ravi de discuter un peu avec vous. Merci. Voilà. Je pense que ça couvert les questions. Super. Puis s'ils l'ont loupé, ils sont endormis.
Top 3, une fois que là on commence tout doucement à être parti. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pas, mais c'est pas grave ça. Ok pour tout le monde, à distance, pas de réaction. Ok. Vous avez 5 secondes pour chaque question. Non, vas-y.